Chers auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien sur Méridien Zéro, une émission de RBN France. J'ai le plaisir ce soir de recevoir sur notre plateau pour une émission spéciale consacrée à l'Afrique du Sud le camarade Pierre-Olivier Saballot. Bonsoir. Bonsoir. Avec moi, l'équipe habituelle, Lord Sergueï à la technique qui nous assure la qualité de l'émission et Monsieur PGL qui fait son grand retour après 1 ou 2 semaines, je dirais pas de vacances mais de travail intensif. Tout à fait, voilà, bonsoir, oui. Sous le soleil de Rome notamment. Voilà, exactement. Alors, outre le plaisir que j'ai à retrouver un très très vieux camarade dans la personne du camarade Pierre-Olivier, on ne peut pas ignorer que tu es un spécialiste de la question sud-africaine, de la question de l'Afrique du Sud d'hier, d'aujourd'hui, et on va essayer de faire un peu de prospective de la question aussi de l'évolution future de l'Afrique du Sud. Je laisse la parole à notre camarade Pascal pour faire un peu plus amplement la présentation de Pierre-Olivier. Oui, en fait, Pierre-Olivier est né en 1970, il fait partie comme... Le jeune homme que vous êtes en train de parler, de la Sciences Po Connection d'Aix. Et en fait, certains auditeurs, peut-être parmi les plus anciens, le connaissent sous un pseudonyme qui était assez visible, celui de Klaas Malan, qui a sévi jadis dans ses heures de gloire, qui ne sont pas totalement éteintes d'ailleurs, dans la revue Réfléchir à Agir notamment, avec des différents sujets déjà qui montraient qu'il avait une palette assez élargie. Mais surtout, Pierre-Olivier, bien sûr, s'affirme aujourd'hui comme un des meilleurs spécialistes de l'Afrique du Sud. Il est lui-même d'ailleurs africanophone, il ne se bouscule pas au portillon dans ce domaine. Il a écrit moult articles sur la question, il a signé des articles universitaires, de participation à des ouvrages collectifs, et surtout, comme nous l'avions déjà signalé sur ces ondes, oui, il y a quelques semaines. Voilà, il a sorti un ouvrage clé concernant la biographie d'une des grandes figures du nationalisme afrikaner, Verwoerd, le prophète assassiné, donc auto-édition d'ailleurs, édition des Camas, je crois, et qui est vraiment l'ouvrage de référence à la fois sur cette figure majeure de l'histoire de l'Afrique du Sud, mais aussi sur l'histoire de l'Afrique du Sud en tant que telle, et telle que nous devons aussi la concevoir et la comprendre. C'est un ouvrage qui allie vraiment à la fois la rigueur historique avec beaucoup de sources inédites qu'il est allé pêcher sur place lors de plusieurs séjours et aussi une liberté de ton qui est tout à fait tonique dans les temps que nous vivons. Bien. On pourra évidemment retrouver toutes les références de cet ouvrage une fois de plus dans vos chroniques. Mais il avait déjà été chroniqué. Voilà, bien sûr, on reviendra, on remettra, voilà. on passera dessus. Précisons d'ailleurs pour les auditeurs que Pierre-Olivier signe depuis quelque temps des articles et des chroniques régulières, à la fois sur le site VoxNR et sur le site Altermédia. Je crois que d'ailleurs un article sur Zuma doit sortir très prochainement. Dans les jours qui viennent. Voilà. Ouais, on touchera de mots de toute Zuma. façon, vous aurez tous les liens, toutes les références dans la version écrite de mes chroniques. Très bien. Première question, mon cher PO. L'Afrique du Sud, on en parle depuis quelques temps. On en a beaucoup parlé il y a quelques semaines avec l'assassinat de Jeanne Terre Blanche. On en a parlé plus sporadiquement les 2 dernières années parce que, y compris dans les grands médias, et il y a eu même un bref passage, si mes souvenirs sont bons, à l'ONU, on s'est un tout petit peu ému du sort des fermiers blancs. Je dis un tout petit peu parce que c'est, à mon avis, plus pour la façade qu'autre chose. Mais en dehors de ça, depuis quelques mois, c'est les roulements de tambour de la Coupe du Monde. La nation arc-en-ciel, dont on nous rebat les oreilles sur les grandes ondes et à la télévision. Oui, le film Invictus, qui est voilà, en DVD, enfin, la géographie de Clint Eastwood. Alors là, Clint Eastwood a beaucoup baissé dans mon estime. Moi qui aime beaucoup le rugby, il a filmé ça comme du football américain. C'est une tragédie. Ce qui prouve sa méconnaissance du jeu et plus avant, la méconnaissance de la composition du rugby sud-africain. Voilà, bon, ça décharge, essentiellement africain. Ça décharge pour dire que Morgan Freeman incarne un Mandela tout à fait convaincant. Mais c'est version conte de fée. C'est version conte de fée. Alors justement, voilà, on nous propose ce conte de fées depuis quelques temps. On nous tartine de cette nation arc-en-ciel, de cette manie. Alors. J'ai quand même réussi à trouver quelques articles sur Internet évoquant les taux de criminalité explosifs en progression constante. Donc j'aimerais, s'il te plaît, que tu commences par nous faire un état des lieux de cette Afrique du Sud pré-Coupe du Monde, à quelques semaines de ce sinistre événement, parce que moi j'appelle ça vraiment c'est le cul-de-sac de l'intelligence humaine, une Coupe du Monde de foot. Excusez-nous les footballeurs. Donc à quelques semaines de ce sinistre événement qui a dû encore une fois ruiner bien des ports,
poches en Afrique du Sud. Et en remplir quelques-unes. Et en aussi. remplir quelques-unes. Oui, surtout, ouais. Non, mais On est en Afrique. On est en Afrique et en Afrique du Sud. L'état des lieux de l'Afrique du Sud aujourd'hui. Alors, tout d'abord, quelques chiffres clés. Nous avons célébré il y a 4 jours le 100e anniversaire de la création coloniale qui est l'Union sud-africaine, donc qui est née suite à la guerre des Boers en 1910, donc il y a exactement un siècle. Beaucoup de choses se sont passées depuis. Je crois qu'il y a 2 événements qui sont télescopés ces dernières semaines, ou ces 2 derniers mois en tout cas. L'assassinat de Reine Terre Blanche par 2 de ses employés noirs. Événements, faits divers, crapuleux, politiques, les 2 sont mêlés probablement, dans le sens où, même s'il y a probablement des effets crapuleux, Terre Blanche symbolisait une certaine forme d'intégrité de la part des fermiers sud-africains, des boers. Il faut quand même rappeler que le terme de boer signifie en néerlandais et en afrikaans à la fois paysan et à la fois le peuple afrikaner lui-même. D'accord. Et donc Terre Blanche symbolisait à la fois le paysan, puisqu'il était revenu sur ces terres depuis 1968 sur la ferme familiale qui était très ancienne. Je rappelle que le premier ancêtre Terre Blanche à être arrivé en Afrique du Sud venait de Toulon, en 1702. Ça fait déjà quand même ça tombe de... Alors pour revenir sur le rugby, il y a un magnifique 3/4 sud-africain qui joue chez les Bulls, qui s'appelle Terre Blanche également. C'est un nom d'ailleurs très courant, Voilà. sous sa forme Terre Blanche, sous sa forme Terre Blanche, sous sa forme Blanc aussi. De toute façon, à la base, à l'origine, il n'y a pas 3 millions de familles. Il n'y en a qu'une. Une Il y en a poignée de qu'une. familles. Sachant qu'à l'époque, les Voilà. familles huguenotes avaient en moyenne entre 15 et 20 enfants par femme, c'est-à-dire Ouais. d'une natalité africaine. On est un peu sur une répartition patronymique de type québécoise en fait. Pour donner un ordre d'idée, aujourd'hui, sur les quelques 2 900 000 Afrikaners que compte l'Afrique du Sud encore aujourd'hui, on peut estimer à 700 000 le nombre d'Afrikaners portant un patronyme d'origine huguenote. Ouais, c'est Comme important. anecdote, la rue qui est la rue principale qui mène à la gare centrale de Johannesburg s'appelle De Villiers-Straat, c'est-à-dire De Villiers-Straat, la rue de Villiers. Encore un rugbyman qui a même joué sous Encore un l'équipe de rugbyman. France. Bon, je vais arrêter, c'est bon. Mais bon, en parlant de rugby, c'est vrai que le rugby qui a été importé en Afrique du Sud pendant la guerre des Boers, dans les camps britanniques de prisonniers, c'était une façon de distraire les soldats prisonniers en leur donnant un esprit sportif. C'est un sport qui s'est acclimaté un petit peu de la même façon que chez nos bons Occitans, puisque je parle un peu pour ma paroisse là, dans lequel l'esprit paysan, l'esprit de la terre, l'esprit dur, l'esprit de collectivité joue. Les Afrikaners, les boers de l'époque, se sont retrouvés instinctivement dans le rugby, qui est un sport qui exalte les valeurs communautaires, qui était à l'époque, en tout cas, ça n'a plus été le cas à partir des années 70, mais genre, on en reparler après, suite à la montée de l'individualisme et au final du petit embourgeoisement lié aux réformes de Verwoerd, le rugby a toujours été un sport symbolique. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le sport des Blancs. Alors que le foot est un sport de Noirs. D'ailleurs, Alors, une petite parenthèse, mais avant que je te redonne la parole, à l'époque où je vivais en Afrique du Sud, où j'ai enseigné au lycée français de Johannesburg, l'équipe de foot d'Afrique du Sud était sponsorisée par une des marques de bière et l'équipe de rugby par une autre. Une sans alcool ou une avec alcool, non? Non, l'une était meilleure que l'autre. D'accord, on dira pas laquelle. On laisse filer. Donc, tu donnais quelques chiffres. Alors, il me paraît un peu intéressant dans un pays qui est une mosaïque ethnique. Alors, plutôt que d'arc-en-ciel, je préfère parler de multitudes de De peuples. mosaïque, oui. Alors, je continue sur les quelques chiffres. Voilà. On en est aujourd'hui à environ 2 Afrikaners fermiers morts par semaine assassinés dans leur ferme. Ouais. Nous en sommes aujourd'hui, d'après Andries Botha, qui est le président de la Fédération des fermiers d'Afrique du Sud, à environ 1825 fermiers afrikaners assassinés depuis 1995. Ouais, c'est énorme. C'est considérable par rapport, même aussi. Quand oui, on c'est- parle également de criminalité, c'est 50 meurtres par jour en Afrique du Sud. Nous sommes à 18 000 morts de morts violentes par an. Alors, Ça en fait le C'est- tristement leader Au niveau Leader ou mondial, deuxième, non, par au rapport à la niveau Colombie. au niveau Souvent, mondial, on le par met près de la rapport, Colombie. on voilà, les- on situe. par rapport au nombre d'habitants, l'Afrique du Sud est légèrement supérieure à la Colombie. Et c'est un triste record, sachant que ces 18 000 meurtres par an sont essentiellement ciblés entre Noirs, dans les townships, en règlement de compte, souvent d'ailleurs pour des histoires sordides de famille. Je rappelle également que l'Afrique du Sud, mais on en parlera tout à l'heure encore, possède un bon sinistre record de 12% de séropositifs. 5 700 000 Sud-Africains sont affectés par le sida, essentiellement par transmission en ville. Beaucoup sont liés à des viols qui se passent à l'intérieur des familles noires, qui sont déstructurés par l'intégration économique capitaliste liée aux besoins
des grands groupes industriels locaux, qui ont donné naissance d'ailleurs à la bourgeoisie noire actuelle qui domine au sein de l'ANC, le parti État, mais qui a donné aussi, en contrepartie chez les Noirs d'en bas, entre guillemets, puisqu'on avait évoqué ce terme à une époque en France, qui a donné chez les Noirs d'en bas une frustration énorme, un taux de chômage qui avoisine officieusement plus de 40% de la population active, 10% des Sud-Africains, y compris d'ailleurs chez les Afrikaners, vivent en dessous du seuil de pauvreté. Aujourd'hui, sur presque 3 millions d'Afrikaners, 300 000 vivent en dessous du seuil de pauvreté. Alors oui, on a parlé de cette La sous-populaire, etc. de ce white trash sud-africain, de ces et parmi SDF, ces 300 000, une partie d'entre eux, de plus en plus importante, désormais ne dépend plus que des sous-populaires, exactement comme dans les années 30, à l'époque où le Reddingsdalbond, le fonds de secours populaire afrikaner, lié au Broederbond, avait été mis en place pour leur venir en aide. D'accord. Ce sont ces laissés pour compte du Black Economic Empowerment, qui est l'équivalent sud-africain de la discrimination positive, qui a fait que les Noirs ont remplacé les Blancs dans les entreprises, dans les administrations, au sein des collectivités. À salaire égal, ou est-ce qu'on en a profité pour faire baisser tout d'un coup aussi? Parce que là, il n'y a pas de petit profit. Il y a eu deux choses. Il y a à la fois une élévation du salaire moyen des Noirs, mais également, et surtout ce qui était plus important, ça a été l'élévation du salaire des Noirs de la haute société, de la classe dominante noire, qui, aujourd'hui... J'ai encore eu, il y a peu de temps, un ami qui habite encore en Afrique du Sud, nous avons discuté ensemble. Désormais, BMW signifie là-bas « Black means white ». Traduit pour nos auditeurs, si tu veux bien. C'est-à-dire que les Blancs se veulent ou se pensent ou s'envient comme des Blancs. D'accord. Les Noirs. Les Noirs, s'entend, les Noirs. S'envient comme des Blancs. Sur le plan de la composition ethnique, on va dire, des Noirs. Voilà, on parle souvent des Noirs d'Afrique du Sud. Plusieurs chiffres. De la population générale, En d'ailleurs. 1960, la population blanche représentait 20% de la population totale sud-africaine, ce qui donnait une sorte de masse critique suffisante sur un plan politique pour pouvoir assumer la partition territoriale telle que l'a souhaité Verwoerd. D'accord. On va revenir sur cette répartition. Aujourd'hui, les Blancs ne représentent plus que 9,7% de la population, c'est-à-dire divisé par 2 en 50 ans. Alors, est-ce que cette division est liée à l'explosion démographique des choses. Noirs, ou à un exode à plusieurs choses. D'une part, effectivement, une pression démographique noire, mais pas seulement noire. Les Kalawets ou Kleurlinge en Afrikaans, qui sont les métis locaux, ont une démographie supérieure à celle des Blancs. D'accord. Même si 80% d'entre eux sont africansophones comme les Afrikaners, même si 80% d'entre eux sont calvinistes comme les Afrikaners, ça reste quand même des Afrikaners bruns. Oui, alors on les trouve concentrés au Cap. Essentiellement au Cap. C'est d'ailleurs amusant parce que je reviens une dernière fois dans la rugby. province du Cap de l'Ouest, essentiellement. Je reviens au rugby qui est mon dada pour la dernière fois, mais c'est très amusant de constater que pour vendre cette nation arc-en-ciel dans les dernières Coupes du Monde de rugby, on a fait jouer des joueurs de couleur dans l'équipe d'Afrique du Sud. Brian Abana et les autres, sans préciser plus avant que ce sont des métis du Cap. Qu'ils sont africanophones et que c'est ni des Kossa, ni des... Jamais de la vie. Ni des Zoulous. Non seulement ce ne sont pas des Noirs, mais ethniquement, les Kleurlinge, les métis sud-africains, viennent du mélange à l'époque coloniale néerlandaise entre les Blancs qui n'avaient pas de femmes, les Blancs néerlandais, et le peuple indigène d'Afrique du Sud, les Khoi-Khoi, qu'on retrouve dans le film Les Dieux sont tombés sur la tête, un film extraordinaire. Film culte. D'où chez les métis cet aspect physique particulier. Très particulier et en plus... les Bushiman à l'époque. Alors on les appelait les Bushiman, mais c'est un terme assez péjoratif. Voilà, tout à fait. Le terme aujourd'hui est Khoi-Khoi, et on trouve une deuxième population qui sont les San, qui sont une population sur un rythme de vie plus désertique, encore nomades, alors que les Khoi-Khoi vivent de façon sédentaire. Mais sur un plan ethnique, ce sont les mêmes populations, ils appartiennent au même groupe linguistique dit Khoisan. Donc ils constituent le noyau de peuplement du peuple métis sud-africain, les Kleurlinge, auxquels se sont ajoutés, pendant la colonisation néerlandaise, les esclaves venus des possessions néerlandaises, d'Indonésie, de Malaisie, de Sri Lanka. Donc des populations de type asiatique, dont certaines étaient encore restées musulmanes. Je rappelle à titre amusant que dans la ville du Cap, il y a encore ce qu'on appelle le Beau Cap, c'est-à-dire littéralement le Cap élevé, c'est-à-dire les hauteurs du Cap, qui était le quartier malais, avec des maisons aux teintes pastel, peuplées de malais musulmans. Et pour la petite anecdote... il y a eu des manifestations il y a quelques années d'ailleurs. D'ailleurs liées au Pagad, qui était un mouvement de résistance de la population face au trafic de drogue, qui avait remis au goût du jour le supplice du collier pour les dealers. Finesse. Encore des coutumes locales qui ont leur charme pour certains. Et donc, le premier document qu'on a historiquement produit en langue afrikaans, est un Coran.
D'accord, intéressant. Ça, c'est intéressant. Ouais, ouais, ça, c'est vraiment... 1795, le premier document écrit en afrikaans, ce n'est pas la Bible, c'est le Coran. On est vraiment dans la région du livre, quelque part. Hein, donc, on est... Oui, mais bon, quand vous avez des musulmans sud-africains qui sont bridés et qui se tournent vers le nord-est, c'est quand même un peu étonnant. Oui, c'est très étonnant, j'imagine. Alors, du côté des ethnies noires, maintenant. Alors, il y a en fait 9 peuples noirs, j'allais dire, d'origine en Afrique du Sud. Sur un plan historique, il faut se rappeler que, contrairement à ce que beaucoup pensent, sur 40% du pays, les Blancs sont arrivés avant les Noirs. Mmh. Il y a eu une double phénomène de migration des Blancs du sud vers le nord et des Noirs du nord vers le sud. En fait, il y a deux grandes étapes du peuplement noir en Afrique du Sud qui sont caractérisées par 2 âges de fer. Le premier âge de fer qui se termine vers 900 après Jésus-Christ, où les premiers Noirs de type bantou, c'est-à-dire de langue bantou, on peut comparer un petit peu au groupe indo-européen, c'est-à-dire sur un plan ethnique très éclaté, mais sur un plan linguistique qui se rattache au même type de population. Oui, on en trouve pratiquement du nord au sud On en trouve des Bantous depuis, disons, le Cameroun jusqu'en Afrique du Sud. C'est un groupe qui s'est très étalé dans le temps, qui a colonisé donc depuis le centre de l'Afrique jusqu'au sud par petites touches, petit à petit. On pense que donc le premier âge de fer se termine vers 900 à peu près après Jésus-Christ sur à peu près 50% du territoire sud-africain, pas plus. Le deuxième âge de fer, qui correspond à l'effondrement du royaume de Zimbabwe, donc à peu près aux alentours de 1300, 1350, grosso modo, les ruines qu'on trouve actuellement dans la République du Zimbabwe, qui a repris le nom d'origine du Grand Zimbabwe, qui était donc un État noir assez puissant au Moyen-Âge. Donc l'effondrement qui est probablement lié à des famines, au changement climatique de l'époque, fait que des populations donc bantoues d'une deuxième âge de fer entrent en Afrique du Sud, franchissent le Limpopo, qui est la frontière entre l'Afrique du Sud et le Zimbabwe actuel, et petit à petit descendent vers le sud. Mais entre ces deux groupes bantous, Bernard Lugan expliquait, et d'ailleurs je trouve l'anecdote assez amusante, surtout pour moi qui viens de Provence, on peut dire qu'effectivement, parmi les Provençaux, on trouve un peu de sang ligure. D'accord. Mais il serait assez abusif de dire que les Provençaux sont les descendants des Ligures. Conclusion, il serait certes notable de voir que certains Bantous d'Afrique du Sud aujourd'hui, certains Noirs ont du sang des premiers Bantous, mais il sera abusif, de la même façon qu'on peut parler des Ligures, de dire qu'ils sont descendants des premiers. D'accord. Ils sont descendants de la deuxième invasion, qui entre en Afrique du Sud à partir de 1350, 1381, et qui descend petit à petit. La première rencontre entre Blancs et Noirs s'effectue à 800 km à l'est du Cap, autour de la rivière Fish, où il y a 2 rivières, Grit et Small Fish, qui sont qui ont été la frontière entre les Xhosa, c'est-à-dire le peuple le plus en avant noir, face à l'expansion néerlandaise. Mais nous sommes très très loin de la ville du Cap. La ville du Cap a eu effectivement une population noire de façon très récente, uniquement des immigrés venus des réserves pour venir travailler dans les domaines industriels blancs. D'accord. Ethniquement, à l'origine, il n'y a pas de noirs au Cap. Alors, donc, ces 9 peuples noirs peuvent se grouper en 2 grands groupes, plus 2 isolats, qui sont sur un plan numérique assez faible. Les Venda et les Tsonga sont 2 peuples qui sont à la marge, qui vivent dans le nord et dans l'est de l'ancien Transvaal, dans le Limpopo actuel et dans la province du Mpumalanga. Essentiellement, on a 2 groupes, l'Nguni, qui représentent à peu près 60-65% de la population noire. 2 grands peuples émergent parmi les 4 grands peuples Nguni, les Zoulous, peuple fier, guerrier, qui a donné à l'Afrique australe... La fameuse Sparte sud-africaine. La fameuse Sparte sud-africaine, qui a donné donc à l'Afrique australe le grand roi Shaka, qui est créateur de la nation Zoulou, des Impis, c'est-à-dire des régiments Zoulous, qui étaient quelque chose une armée extrêmement puissante, dure. On va parler de la grande défaite anglaise. On parlera tout à l'heure de la défaite du 1579. Shaka poursuit l'œuvre qui avait été menée par ses prédécesseurs, puisqu'en fait, c'était pas un garçon légitime, c'était un semi-bâtard, on va dire, c'est comme ça, qui venait d'une aile un peu extérieure. Les bâtards ont du succès, Guillaume le Conquérant, enfin bref. Même en Europe, à des époques plus récentes, on en trouve aussi. Oui. Donc la nation Zoulou, c'est une nation qui s'est forgée dans le sang, dans la guerre, et entre 1780 et 1820 à peu près, se produit en Afrique australe ce qu'on appelle le Mfekan. C'est-à-dire littéralement, c'est le broyage. C'est-à-dire l'expansion Zoulou qui pousse devant elle. Donc, il faut voir les Zoulous qui sont dans la province du Natal. C'est une province qui est à l'est de l'Afrique du Sud, adossée à l'océan Indien. La progression se fait quand les Zoulous franchissent le Drakensberg, les montagnes qui traversent le pays. Alors, pour la petite anecdote et pour ceux qui veulent faire du tourisme en Afrique du Sud, côté sud-africain, le Drakensberg peut aller jusqu'à 2800 mètres, et d'ailleurs une station de ski. Côté Lesotho, 3800 mètres, et une autre station de ski. Ça, c'est pour la petite anecdote. Donc, les Zoulous franchissent le Grand Escarpement, franchissent le Drakensberg et se propagent dans la Grande Plaine centrale.
Et là, ils broient. C'est-à-dire qu'ils vont écraser les peuples, notamment de l'autre groupe linguistique, que sont les Soutus, qui sont essentiellement 3 peuples. Les Soutus, c'est-à-dire au centre du pays, dans l'ancien État libre d'Orange, l'actuel État libre. Les Tswana, dans le nord-ouest du pays, ceux qui ont assassiné Terre Blanche. Et les Pédis, dont nous aurons l'occasion de reparler tout à l'heure avec Julius Malema, qui se situe dans le nord du pays. Donc, 3 peuples Soutus, qui constituent à peu près 30% de la population noire, 60% de Nguni, des Zoulous, premier peuple sud-africain, des Xhosa, l'ethnie de Mandela, deuxième peuple sud-africain en importance, et d'autres reliquats, que sont les Swazis, qu'on retrouve au Swaziland, le pays voisin de l'Afrique du Sud, mais également des Ndébélé, qu'on va retrouver, qui avait fui donc le Mfekan zoulou, et qu'on a retrouvé sous le nom de Matabele au Zimbabwe. Alors, les Matabele constituent aujourd'hui 25% de la population zimbabwéenne, et on fait partie des peuples qui ont été particulièrement maltraités par l'actuel président Robert Mugabe, qui est un Shona, voilà. C'est-à-dire l'ethnie majoritaire au Zimbabwe. C'était l'ethnie du mouvement de Nkomo. Oui, tout à fait. À l'époque, bon. Donc, 9 peuples sud-africains noirs, distincts. Alors, c'est vrai que sur un plan linguistique, un Zoulou et un Xhosa se comprennent à peu près aussi facilement qu'un Français et un Italien. C'est quand même assez proche. On peut faire des comparatifs avec les langues indo-européennes, par exemple, hein, sachant que depuis 1994, il y a 11 langues nationales en Afrique du Sud reconnues de façon officielle. L'Afrikaans, l'anglais, qui étaient les 2 langues de l'époque de votre gouvernement blanc, plus les 9 langues nationales des peuples noirs. Là-dessus, c'est greffé, à partir du moment où les Blancs ont fait venir, en tout cas les capitalistes blancs, ont fait venir en ville des Noirs pour les faire travailler en les payant des salaires de misère, c'est constitué un 10e peuple. C'est un peuple donc détribalisé, urbain, dont la lingua franca n'est plus que l'anglais. D'accord. C'est incroyable. Et sur ce 10e peuple va donc émerger l'ANC, qui au départ est un parti essentiellement Xhosa, donc de l'ethnie de Mandela, et dans une moindre mesure Soutou. Mais ces gros bataillons de militants et également d'électeurs vont se recruter parmi les Noirs. C'est le lumpen-prolétariat. C'est le lumpen-prolétariat noir sur lequel, totalement déraciné, mondialiste, facilement malléable, puisqu'ils ont perdu. Justement, une petite parenthèse là-dessus, je travaille actuellement dans une 2e biographie d'un des grands penseurs de l'apartheid, puisqu'il est docteur en philosophie, le docteur Piet Meyer, pour lequel je vais partir donc 3 semaines au mois d'août. Piet Meyer, qui avait été, entre autres, président de l'administration de la SABC, la BBC locale, pendant plus de 20 ans, avait lui-même voulu, pour éviter justement la détribalisation des Noirs en ville, faire des émissions de ce qu'on appelait Radio Bantou, qui était une radio donc spécifiquement tournée vers les populations noires en ville, pour leur éviter justement d'être détribalisés et pour déculturés, et donc au final malléables à l'époque, par les mots d'ordre de l'ANC et aussi du Parti communiste sud-africain, le SACP, qui était organiquement lié à l'ANC depuis 1950. Avec Joe Slovo, je crois. Alors, Joe Slovo a été... alors, de son vrai nom, c'est un nom qui fleure bon la Lituanie. Hein, c'est Jošel Machel Slovo. La Lituanie du ghetto, en fait. La Lituanie. Donc, ce brave homme avait été, pendant les années 60, fondateur puis dirigeant de ce qu'on appelait l'Umkhonto we Sizwe, le MK, qui était la branche militaire terroriste de l'ANC, qui a mis des bombes pendant plus de 20 ans dans les villes blanches, qui a tué des gens, notamment en 85, un attentat terrible à Pretoria, qui avait fait 26 morts quand même, en plein centre-ville, que des civils. Donc le PC et l'ANC étaient liés via l'organisation de terroristes, et dans le comité central de l'ANC, on trouvait les membres du Politburo du SACP. D'accord. Alors effectivement... On a dit qu'il était colonel du KGB, c'est avéré. Il était colonel du KGB, ce fameux Joe Slovo. Oui, c'est un fait historique. Les archives l'ont montré, et lui-même s'en est vanté à une époque. On ne peut pas donner plus de détails là-dessus. C'est vrai qu'à l'époque, on était aussi, il y avait des enjeux de guerre froide qui s'est greffé. Qui étaient réels, mais qui se basaient également dans la dénonciation. Parce qu'on a souvent parlé du complot communiste à l'époque de la fin de l'apartheid, quand Botha était au pouvoir. Le total Anslag, l'assaut total contre la République, c'était l'assaut communiste. Alors c'était à la fois une forme aiguë de paranoïa, certes, mais qui reposait quand même sur des éléments concrets. On avait des attentats communistes du MK, donc de l'Umkhonto we Sizwe, en ville. Le sang coulait à l'époque. Alors, je disais donc 10e peuple, dit détribalisé, dont la langue lingua franca est l'anglais. Et dont l'effectif, enfin on va dire le pourcentage de population aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on estime qu'environ 50% des Noirs vivent en ville. Oui. Quelque chose comme ça. Un petit peu plus aujourd'hui. Là-dessus, les détribalisés regroupent une grande partie. D'accord. Question, y aurait-il un 11e peuple ? On a aussi eu quelques éclairages sur l'Afrique du Sud de ces 2 ou 3 dernières années à propos des
population noire immigrée, de la main-d'œuvre immigrée travaillant dans les grandes villes sud-africaines qui ont eu maille à partir avec les locaux. Je vais vous raconter quelques anecdotes marrantes là-dessus. Enfin, marrantes peut-être pas pour tout le monde. Il y a quand même eu des dizaines de morts, me semble-t-il. Révélatrice, des en tout cas, centaines de voilà. morts. Alors, il y a 49 millions d'habitants en Afrique du Sud. On aurait 5 millions, d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur, d'immigrés plus ou moins clandestins, essentiellement des Zimbabwéens, donc qui ont fui le régime de Mugabe, et des Mozambicains aussi. Mais Donc, on trouve des gens de toute l'Afrique, d'après ce que et j'ai on compris. trouve désormais depuis Des quelques années Nigérians, des enfin, gens des de choses, toute l'Afrique. des gens Mais les Nigérians ne viennent pas qu'en Afrique du Sud, on en trouve aussi à New York. Oui, des chauffeurs de taxi. Oui, une criminalité. Donc beaucoup beaucoup d'immigrés essentiellement illégaux, c'est-à-dire 10% de la population sud-africaine aujourd'hui est composée d'immigrés plus ou moins illégaux, qui ont eu, à partir du moment où il y a eu la crise économique mondiale qui a frappé l'Afrique du Sud, qui ont souffert, on va dire, du manque d'hospitalité de la population locale. En août 2008, des émeutes ont éclaté dans les grandes villes du pays, notamment à Johannesburg, au Cap ou à Durban. Les Noirs sud-africains eux-mêmes, en criant les immigrés nous prennent notre travail, les immigrés dehors avec leurs machettes, ont fait quand même 60 morts à la machette et aux pneus enflammés, en visant essentiellement des travailleurs immigrés clandestins. La police sud-africaine a été dépassée, il a fallu que l'armée intervienne dans les townships, comme au bon vieux temps de l'apartheid. Très bien. Donc là, on a un paysage brossé de l'Afrique du Sud d'aujourd'hui, sa criminalité, son économie maintenant, en quelques points quand même. Alors, en quelques points clés, l'Afrique du On parle Sud... beaucoup de corruption ces derniers temps, à l'occasion de la Coupe du Monde. Et de plus en plus. Alors, pour donner un ordre d'idée, l'Afrique du Sud, c'est la principale économie du continent africain, ça c'est un fait. C'est le moteur. C'est le On moteur. peut dire encore que c'est le moteur. Aujourd'hui, depuis le Cap jusqu'à la frontière du Centrafrique, l'Afrique du Sud a intégré une zone économique entièrement dépendante d'elle. Jusqu'en Centrafrique. Jusqu'à la frontière du Ouais, Centrafrique. c'est quand même. Congo, République démocratique du Congo incluse. D'accord. Sachant qu'avec l'arrivée du pouvoir noir, l'Afrique du Sud s'est intégrée dans la SADC, donc la communauté de développement économique de l'Afrique australe, et a ouvert largement ses frontières aux frères africains, entre guillemets, puisque c'était la logique de l'ANC, ce qui a produit comme conclusion, en partie, les émeutes dont nous avons parlé à l'instant. D'accord, très bien. Un petit point sur... Bon, alors, j'hésite sur le mot. J'ajoute une chose, l'Afrique du Sud est le seul pays du continent africain à posséder une centrale nucléaire. En l'occurrence, elle est double, puisqu'elle est à Kober, au nord du Cap, qui avait été construite par l'ancêtre d'Areva en 1976, juste au moment de Soweto. Alors, je montrerai dans mon prochain livre que les deux événements, d'ailleurs, sont liés. D'accord, c'est pas intéressant. D'accord. Alors, un petit mot tout de même, puisqu'on en a parlé en introduction, alors j'hésite à employer le terme, on va dire, de cette oligarchie, de cette bourgeoisie noire qui est aux commandes. On peut dire qu'elle est aux commandes. Elle est aux commandes, elle s'est installée aux commandes, et désormais dans toutes les entreprises, les grandes comme les petites, il y a des quotas dans les conseils d'administration obligatoires de noirs du parti. D'accord. Qui sont donc dans les grandes entreprises, privées ou publiques, oui, les dans deux, l'administration. Oui, oui. Au pouvoir politique, dans l'armée, dans la police, on les trouve partout, où il y aurait encore, entre guillemets, des chasses gardées. Il est dernières chasses gardées, et je pense d'ailleurs que c'est une volonté de ne pas accentuer le processus, les dernières chasses gardées sont liées au secteur de la protection, de la défense et de la sécurité. D'accord. Pour vous donner un ordre d'idée, l'Afrique du Sud est 49 millions d'habitants, 60 000 policiers, 440 000 personnes qui travaillent pour les entreprises de sécurité privées. C'est un des derniers secteurs économiques qui fonctionne. D'accord. Donc il est évident qu'on n'y touchera pas. De plus, l'armée sud-africaine aujourd'hui comprend encore, d'après les statistiques que j'ai pu lire du ministère de la Défense, 25% de blancs, donc qui représentent plus que 10% de la population, et plus on monte dans les galons, aux sous-officiers et officiers, plus la proportion est importante encore. Et surtout dans les armes techniques. Et dans les armes techniques, l'armée de l'air, la marine. Voilà. La marine, il y a très peu de... Les commandos, oui. Alors les commandos en Afrique du Sud ont une très vieille histoire. Et avec les commandos. La base de l'armée Boer, à l'époque de la guerre des Boers, c'était le commando mobile, donc l'équivalent d'une section pour ceux qui ont fait l'armée, qui était commandé par des officiers élus. Toujours en vigueur Alors, non, ce n'est plus le cas, bien entendu, c'est pour l'anecdote. Mais cette notion de commando, cette vieille notion de commando, qu'on pourrait qualifier de meute, quasiment, s'est conservée pendant très longtemps dans l'armée sud-africaine, et l'unité de base était le commando. Le nom était resté. Mais il y avait l'armée de réserve qui était organisée avec une armée de réserve organisée selon le modèle des commandos de l'époque de République Boer, de la même façon, et une armée de réserve extrêmement importante, extrêmement entraînée. Les citoyens blancs qui étaient mobilisables, la Citizen Force, je crois. La Citizen Force, les citoyens blancs étaient tenus pendant plus de 15 ans d'être mobilisables du jour au lendemain. Ça a été notamment le cas pendant les années de plomb, les années 80-85, à l'époque de Botha. D'accord. Alors,
Revenons maintenant. Alors pour l'économie, oui. si on veut continuer un Voilà. petit peu là-dessus, l'économie sud-africaine, disais-je, Qu'est-ce qui porte l'économie sud-africaine à l'heure actuelle en dehors de la sécurité, on l'a bien compris. Alors, Qui a l'air d'être, les grands groupes industriels aujourd'hui ne constituent plus, comme il y a encore 50 ans, la principale part de l'économie sud-africaine. L'agriculture, c'est 8% de la population active et du PIB. Enfin, un peu plus de la population active, parce qu'il faut quand même compter les nombreux métayers noirs, qui ne sont pas toujours d'ailleurs à temps plein. Donc, c'est pas toujours évident de classer la population active, parce qu'il y a beaucoup de turnover, de transhumance, saisonnière. Par contre, on sait que dans les chiffres du PIB, c'est 8% aujourd'hui, l'agriculture. C'est-à-dire plus grand-chose, ce qui est équivalent à une société développée. L'industrie sur laquelle l'Afrique du Sud a bâti sa richesse, je rappelle que l'Afrique du Sud est le premier producteur d'or, de diamants, de platine, de vanadium, de chrome, de tout un ensemble de richesses minérales. Il n'en manque plus que le pétrole. Mais à l'époque de l'apartheid, les gouvernements avaient souhaité mettre en avant une indépendance énergétique et avaient donc racheté des brevets de fabrication allemands de la Deuxième Guerre mondiale pour transformer le charbon en pétrole. Une grande société nationale qui s'appelle Sasol, qui est d'ailleurs l'actuel, on va dire, mécène de l'équipe nationale de rugby sud-africaine, est un immense complexe pétrochimique situé à la frontière entre le Gauteng, la région de Johannesburg, et l'État libre, ou qui emploie des dizaines de milliers de personnes. C'est un truc assez important. 50% des besoins de l'Afrique du Sud, qui est un pays qui ne produit pas de pétrole, sont satisfaits par la transformation de charbon en pétrole. D'accord. Oui, Pascal. Non, j'aimerais que tu reviennes maintenant sur un petit peu la nature du pouvoir afrikaner dès les années 60 et surtout dans ton livre tu montres bien quelle est la distinction qu'on peut faire entre l'apartheid et la politique ségrégationniste. En fait de compte tu viens briser quelques clichés là-dessus. Pourrais-tu nous en dire beaucoup plus? Le terme apartheid émerge à partir de 1935 à peu près, mais au départ il n'est pas tourné contre les Noirs. Il est d'abord tourné contre les Britanniques qui depuis donc la création de l'Union africaine en 1910 tiennent l'ensemble du pouvoir économique et pendant longtemps le pouvoir politique. Cette domination économique va être effective jusqu'à aujourd'hui. La politique de développement séparé menée à l'époque des années 50-60, puis avec Verwoerd, va avoir pour conséquence une sorte de réappropriation du capital économique et symbolique sud-africain par les afrikaners. Pour vous donner un ordre d'idée, en 1948, quand le Parti national prend le pouvoir, sur 2 millions de blancs, il y a 300 000 blancs pauvres. Il y a des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Tous afrikaners. Tous afrikaners. Voilà, alors, on peut faire... on est dans un schéma colonial intérieur. On peut faire, on peut lire les Irlandais vis-à-vis des Britanniques ou les Ukrainiens vis-à-vis des Russes. Justement, ça on peut faire une petite pause et rappeler quand même le schéma colonial britannique. Alors, parce que là, ça me semble très important dans la constitution de l'identité sud-africaine. Lors d'un meeting de campagne juste avant les élections en avril 2009, avait fait un discours public qui avait fait un grand scandale en Afrique du Sud, où il disait clairement que les Britanniques sud-africains étaient d'affreux colonialistes qui n'avaient pas leur place en Afrique du Sud. Alors que les afrikaners, ils mettaient en avant leur africanité en disant « vous êtes des nôtres et vous avez... la tribu blanche. Vous êtes la tribu blanche d'Afrique et vous devez contribuer comme les autres tribus à la renaissance de notre patrie. » Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, donc Zuma, qui incarne l'aile gauche, populiste, démagogue, etc. de l'ANC, a été nommé président le 9 mai. Le 10 mai, il nomme comme vice-ministre de l'Agriculture et des Forêts le président du parti nationaliste afrikaner, le Vryheids Front Plus, Peter Mulder, qui est le fils d'un ancien ministre de l'apartheid particulièrement excité. Ça peut sembler surréaliste que Peter Mulder... Il y a une logique, là. Nous sommes en Afrique. D'accord. Donc il n'y a pas de logique. Non, ça veut dire qu'on est dans un système tribal. Il y a 15 ans d'arc-en-ciel qui ont été de la poudre aux yeux. Je crois que lui, la fête est finie. Zuma, c'est le retour à l'Afrique africaine. Ce n'est plus le langage d'un technocrate. Ce n'est plus le langage du technocrate comme Mbeki. On est dans quoi? Dans l'appui, le contre-appui, la division, on pousse en avant tel ou tel groupe contre un autre y compris dans les factions internes de l'ANC. Alors, si on peut faire une petite digression rapide, 94, Mandela est élu, Kossa, prince de Sankossa. Son successeur, Thabo Mbeki, qui est un Kossa aussi, mais un Kossa du Sérail, le père de Thabo Mbeki, Ngovan, était un compagnon de route de Mandela. Et d'ailleurs, il a été celui qui a appris à lire et à écrire à Zuma, pendant qu'ils étaient en prison tous les deux. Mbeki a été putché de sa présidence de la République pendant une séquence qui va de décembre 2007 à septembre 2008. Il fonde son propre parti, le COPE, le Congress of People, the People. Alors, est-ce qu'il marche ce parti d'ailleurs? Parce que j'ai vu un reportage il a fait l'année dernière là-dessus. 7,5% des voix, ce qui est bien pour un parti qui venait de naître. Essentiellement en pays Kossa, c'est-à-dire on a un vote ethnique. Et du reste, Zuma se présente comme président de la République.
le Natal Zoulou bascule en sa faveur par un vote réflexe ethnique. L'Inkatha, le parti nationaliste zoulou, perd le pouvoir, divise ses voix par deux. Il passait de 12% au niveau national à 4,8%. Oui. Même plus que divisé par c'est deux. une vraie chute, ça. Ah oui, de Buthelezi. le parti de Buthelezi, le parti nationaliste zoulou, voit son électorat divisé par plus que deux. Il perd le pouvoir de sa propre province. Par réflexe ethnique, les Zoulous ont voté pour le parti du Zoulou, Zouma. Alors, Zouma, qui se veut au niveau national un homme de gauche, il est toujours dit lui-même qu'il était socialiste, qu'il était anticapitaliste, il l'a prouvé dans le passé. C'est un homme assez étonnant quand même. C'est un homme qui aime se ressourcer dans sa tribu, parce qu'en fait il fait partie d'un petit groupe marginal, tribal, à l'intérieur des Zoulous. Il vient d'une famille très pauvre, il était analphabète jusqu'à 17 ans quand il est entré dans l'ANC. Il a appris à lire, à écrire et à parler de politique en prison. Oui. D'ailleurs, page 56 du dernier numéro de la Nouvelle Revue d'Histoire sur l'Afrique du Sud, il y a une photo extraordinaire, on le voit en costume tribal, danser, avec des baskets aux pieds. Et vous verrez qu'il a des baskets aux pieds. Alors, Zouma, donc, est un Zoulou polygame. Il a eu 5 épouses, dont 3 actuelles, puisque l'une est morte suicidée, l'autre a divorcé, de probablement plus supporter l'homme. Il a acheté de façon traditionnelle par la dot, c'est-à-dire en paiement en nature avec du bétail, 3 fiancées, selon la mode zoulou. Il revendique aujourd'hui 20 enfants, dont la dernière a été une fille illégitime qu'il a eue avec une de ses collaboratrices, une jeune femme qui a été pistonnée pour avoir ce poste, et ma foi, il a bien fait. Pistonné, c'est le mot. Hein. Oui. Non, pardon. Mon cher lieutenant Sturm. Non, Zouma a mis un grand coup de piston, c'est pas ça qu'on 20 dit. enfants affirmés, c'est quand même pas mal. On est en Afrique. Ouais, on est en Afrique, effectivement. Et alors, il a fait scandale également, Zouma, parce que l'Afrique du Sud est le seul pays africain qui a reconnu de façon légale le mariage homosexuel en 2006. Zouma a immédiatement pris la parole en disant que c'était un déshonneur devant la nation et devant Dieu. Ce qui a fait les choux gras de la presse libérale, libertaire, bobo locale, etc. Elle existe. Ah oui. Eh bien, il va falloir qu'on en parle. On fait juste une petite pause musicale, mon cher P.O., dans ce tableau que tu nous brosses passionnant de l'Afrique du Sud. Pause musicale que je te laisse le soin de nous présenter, parce que je suis bien incapable d'aligner 3 mots d'Afrikaans. Donc, à toi. Donc, nous allons écouter l'ancien hymne national sud-africain, Die Stem van Zuid-Afrika. Littéralement, c'est l'appel de l'Afrique du Sud ou la voix de l'Afrique du Sud. De retour après cette pause musicale Afrikaner, vous êtes toujours sur Méridien Zéro, une émission de RBN France. Nous parlons ce soir de l'Afrique du Sud avec Monsieur Pascal Lassalle en chroniqueur habitué et notre invité Pierre-Olivier Sabalo, grand spécialiste de la région. Alors nous avions interrompu notre propos juste avant la pause musicale et avec l'envie et la volonté de revenir et de détailler un petit peu la politique d'apartheid et notamment pour permettre de comprendre la différence qu'il y a entre l'apartheid et une politique ségrégationniste, comme on a pu la décrire, et d'ailleurs, comme les médias occidentaux ont essayé d'amalgamer les deux. Voilà. Alors, apartheid, développement séparé, plusieurs comment on peut choses, le traduire ? Paternalisme, Voilà, plusieurs calviniste, voilà, toutes ces notions-là. Il faut voir plusieurs choses. D'une part, les Afrikaners ont réellement pris le pouvoir en 1948, donc après la création en 1910 de l'Union sud-africaine, qui était restée dominée par le big business anglophone, même si, entre 1924 et 1939, les nationalistes modérés de Hertzog étaient au pouvoir. Mais ils se sont ralliés dès 1934 à leurs principaux opposants, qui étaient le parti du big business, pour fonder le UP, le United Party, qui a donné naissance en 1934 au véritable nationalisme afrikaner que les mauvaises langues britanniques appelaient le Gesoi Verde National Party, le Parti national purifié.
Jamais ce parti s'est défini comme ça. C'était leurs ennemis qui l'ont appelé de cette façon. Comment ils arrivent au pouvoir numériquement? Daniel François Malan, le fondateur historique de l'apartheid, qui était lui-même pasteur de l'église calviniste, puisque ça a été une façon aussi pour eux c'est une forme d'identité. On peut faire un parallèle entre le calvinisme chez les afrikaners et l'identité polonaise catholique. D'accord. Ce sont des choses qui sont intimement liées, qui sont une partie essentielle, consubstantielle de la nation, et surtout qui leur a donné, au moment où ils ont dû faire le gros dos après les défaites politiques en 1902 face aux Britanniques après la guerre des Bourges, ou même en 1814 quand les Britanniques sont arrivés au pouvoir en Afrique du Sud, qui leur a donné cette énergie nécessaire pour survivre en tant que peuple, pour ne pas être broyé. Cette capacité à rebondir aussi, le cas échéant. Capacité à rebondir, le cas échéant, y compris par la démographie. Alors, en 1948, Malan gagne les élections le 26 mai 48, avec moins de voix que son adversaire du UP, le Premier ministre Smuts, qui est un afrikaner modéré, entre guillemets, c'est-à-dire vendu au capitalisme anglo-saxon, mais localement on appelle ça un modéré, avec moins de voix, mais le système électoral en Afrique du Sud, qui est le système uninominal à un tour, qui est connu en Angleterre, fait que, avec moins de voix que son adversaire, on peut avoir plus de sièges. On a eu des exemples récents en Angleterre. On a eu des exemples récents en Angleterre, on va pas parler de Cameron, mais bon, on peut parler de lui aussi. Donc Malan définit ça comme une divine surprise. C'est la victoire de Dieu et de son peuple. On peut avoir ça de cette façon-là. Et donc, la maturation idéologique depuis les années 30, avec notamment le Broederbond, qui est une sorte de société secrète afrikaner qui regroupe... Dont on peut comprendre une traduction... Par la Ligue des Frères. La Ligue des Frères. La Ligue des Frères. Hans Strijdom et Igor Wilkins, qui ont été des journalistes des années 70, avaient écrit un bouquin qui s'appelait « Les Super Afrikaners ». Je trouve que le titre est assez bien vu. À l'époque, c'était pour dénoncer le Broederbond, peut-être, mais je trouve que le titre était assez bien vu. C'est donc l'élite intellectuelle, politique, sociale, économique des afrikaners qui tient le Parti national, donc le Parti national purifié, entre guillemets, qui gagne les élections en 1948. Ils ont réfléchi depuis 15 ans à la mise en place d'un État national, d'un État afrikaner, dans lequel les afrikaners reprennent leur destin en main sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social. Ils arrivent avec un plan. Ils arrivent avec un plan déjà dans les bras. Le Broederbond a réfléchi depuis 15 ans à la mise en place de l'idéologie qu'ils mettent en vigueur. Le terme apartheid apparaît vers 1935 à peu près, mais il n'est popularisé que dans les années 40. D'accord. Petit à petit, il le met en place. Et l'électorat blanc ne découvre vraiment le terme qu'aux élections de 1943, en pleine Deuxième Guerre mondiale, qui est une défaite pour le Parti national purifié, entre guillemets, mais qui est une progression déjà par rapport aux élections précédentes. D'accord. 1948, le problème se pose. On vient de gagner contre les Britanniques sur le plan politique. Il faut reconquérir le pouvoir économique qui est aux mains des Britanniques et des intérêts en partie juifs, parce qu'une partie importante du big business sud-africain est liée, on parlait tout à l'heure de Joslovo, de notre lituanien des familles, est liée à quelques grandes familles juives de Johannesburg. Diamants, or, platine, chrome, etc. Et le big business minier qui regroupe des dizaines de milliers de personnes. Alors, juifs de quelle origine d'ailleurs? Essentiellement allemande et lituanienne. D'accord. Donc l'actuel Premier ministre de la province du Cap occidental, Helen Zille, qui est une blanche, membre de la Democratic Alliance, donc l'opposition à l'ANC, vient d'une vieille famille juive d'origine allemande de Johannesburg. D'accord. Que les méchantes langues afrikaners appelaient Johannesburg. Bon, là, il y a des méchantes langues, rassurons-nous. Mais les méchantes langues. Mais le problème... Il n'y a pas besoin de traduction, là. Face aux Anglais et aux Britanniques, le nationalisme afrikaner était assez clair. Il fallait reprendre le pouvoir. Le problème se posait par rapport au problème démographique, à savoir que les Blancs, même si les afrikaners avaient une démographie très forte, un exemple concret, le futur Premier ministre John Vorster, après Verwoerd, était le 13e enfant d'une fratrie de 14 gamins. Donc ils avaient une démographie africaine, eux aussi. Le problème s'est posé à partir des années 40-50 face aux Noirs. 20% de Blancs face à 80% de gens de couleur, 2 tiers de Noirs, des Clorlingues métis et des Indiens. Il ne faut pas oublier qu'il y a aujourd'hui plus d'1 million d'Indiens au Natal qui descendent des immigrés qui sont venus à partir de 1860 pour travailler dans les champs de canne à sucre menés par les Britanniques et qui sont pas repartis en Inde. Le problème s'est posé de l'hétérogénéité consubstantielle de l'Afrique du Sud, l'hétérogénéité raciale du pays. Mais le problème, c'est que les intellectuels afrikaners n'avaient pas pensé vraiment les relations interraciales. On s'est contenté souvent des bonnes vieilles relations paternalistes, à savoir que l'Afrikaner était le peuple élu de Dieu, donc il devait mener ses bons noirs, qui étaient de grands enfants, vers autre chose sous sa bonne direction. Ça s'appelle le baskap en afrikaans, c'est-à-dire littéralement la domination ou la suprématie. C'est-à-dire on a le patron blanc qui veille sur sa domesticité noire. Ça se fait dans toute l'Afrique aussi. Simplement, ce qui est choquant, c'est qu'ils sont blancs. Ouais. C'est une vieille tendance de fond, une tendance conservatrice qu'on retrouve dans le Parti national.
D'accord. Contre cette tendance conservatrice, va se mettre en avant à partir d'intellectuels, notamment le docteur Verwoerd, qui va devenir Premier ministre, mais aussi le docteur Pittmeyer, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui vont définir une autre vision des choses. D'autant plus dans le cas de Verwoerd, qui n'est pas africaner d'origine, puisqu'il est né aux Pays-Bas, donc il n'a pas le vécu historique des Afrikaners, il ne connaît pas les relations d'esclavage. C'est un arrivé récent. Il est arrivé à l'âge de 2 ans. Son D'accord. père était pasteur de l'église hollandaise, il a eu un coup de foudre pour l'Afrique du Sud juste après la guerre des bourgs, par sympathie, il est parti s'installer au Cap. Dis-moi, P.O., une analogie me vient tout soudainement, je pense. Pourrait-on parler presque de révolution conservatrice africaner concernant ces deux Je choses, pense que le terme ne serait pas de trop dans le cas Dans de la Verwoerd. démarche profonde, Dans la hein, démarche voilà. profonde. Ouais. Alors, il est intéressant de noter que le deuxième courant idéologique, donc afrikaner nationaliste, qui n'est pas conservateur, qui ne s'intéresse pas au BASCAP, à la domination ségrégative des Blancs vis-à-vis des Noirs. Ce deuxième courant est animé par Verwoerd, donc qui est un étranger à l'Afrique du Sud, mais également par le docteur Eiselen, dont le père était un pasteur allemand, lui-même est d'origine allemande, né dans le nord du Transvaal, qui était également professeur, comme Verwoerd, d'université à Stellenbosch, hein, la grande université afrikaner à côté du Cap, là où s'est installée l'équipe des Springboks. Oui, comme tu le dis dans ton livre, ça permet peut-être à Verwoerd et à ce deuxième personnage d'échapper à ce provincialisme mental. Exactement. qui Ils était un n'ont pas peu, le vécu colonial néerlandais, ils n'ont pas la relation avec l'esclavagisme, les traumatismes, du Cap, voilà, les traumatismes de la guerre des bourgs, etc. Donc ils ont une vision presque européenne, entre guillemets, d'autant que ce sont des intellectuels qui ont été étudiés en Allemagne, qui ont été étudiés aux Pays-Bas, qui ont été étudiés en Europe, et qui ont une vision déjà qui sort du provincialisme étroit de certains afrikaners. Donc c'est un deuxième courant, clairement ethnodifférentialiste, qui se met en place et qui va prendre, sous le terme d'Apartheid-Ontwikkeling, le développement séparé, une autre vision idéologique, à savoir, les Blancs ne sont pas là pour dominer les Noirs, ils sont là pour avoir leur territoire propre, chaque pays chaque terre devant avoir son peuple. Conclusion, Verwoerd va tout faire pour mettre en place les Bantoustans. Il va être considéré comme le grand architecte de l'apartheid. La création des Bantoustans, c'est-à-dire des États noirs, appelés à devenir indépendants. Il faut rappeler également que quand Verwoerd devient Premier ministre en 58 jusqu'en 66, nous sommes en pleine période de décolonisation. Tout est possible en Afrique, y compris justement des États qui sont ethniquement homogènes et surtout viables. Je rappelle que le Bophuthatswana, qui était l'État dévolu au Tswana, était le deuxième producteur mondial de platine. Ce n'est pas un État croupion. C'est un État qui était, sur un plan pratique, appelé à se développer si, économiquement, on l'avait laissé faire. J'ajoute également que l'Afrique du Sud est un État qui fait 1 220 000 km², donc 2 fois et demi la France, mais sur ce territoire, seulement 28% du pays est constitué de terres arables. 28% des terres, mais la moitié était réservée aux Noirs. Donc, quand on dit que les Noirs ont obtenu, en 1936, 13,7% du territoire sud-africain, c'est vrai. Mais il faut placer ça dans le contexte, à savoir qu'ils sont placés entièrement sur des territoires arables, qui constituent la moitié de l'ensemble arabe de l'ensemble de l'Afrique du Sud. C'est-à-dire que les Blancs qui sont installés à la campagne vivent sur des territoires où on ne fait pas pousser de richesses minérales. On se contente de mettre de l'élevage extensif de bœufs et de moutons. D'accord. Donc ce ne sont pas des territoires croupions. Le Transkei, par exemple, le Bantoustan dévolu au Kossa, Lettin Mandela, à la superficie de la Belgique. Oui, c'est pas une arrière-cour. Hein. On est très loin de L'État ça. du Venda, par exemple, au nord de l'Afrique du Sud, se compare aussi bien en population qu'en superficie à la Gambie. Qui est devenu indépendant dans les années 60, Tout à fait, qui est plus ou moins incarcéré dans le Sénégal, mais est un État quand même qui est totalement indépendant depuis les années 60. Alors, revenons à ce personnage-là, et donc à la mise en place de cet ouais. apartheid, parce qu'il nous reste une dizaine de minutes, donc il faut appuyer Donc, là-dessus. une deuxième vision s'oppose à la première vision paternaliste, à savoir une vision ethno-différentialiste dans laquelle les Blancs doivent avoir leur territoire, les Afrikaners en particulier, et pour ce faire, on va donc casser l'Afrique du Sud, faire X États, chaque peuple ayant sa souveraineté sur son État. Pour faire une sorte de Commonwealth, c'est le terme qu'utilisait Verwoerd, qui comprendrait le Botswana, le Swaziland, l'actuelle Namibie, le sud-ouest africain de l'époque, le Lesotho et l'Afrique du Sud éclatés en 10 États, un État blanc et 9 États noirs. D'accord. Ça, c'était sa vision à lui. Le Volksstaat, alors le terme de Volksstaat, littéralement, c'est l'État du peuple, c'est-à-dire l'État national, l'État socialiste national afrikaner, qui est un État qui se base sur l'égalitarisme biblique, puisque les bourgs sont des calvinistes convaincus, d'un État qui serait uniquement à eux. Alors, Verwoerd s'oppose au grand capital anglo-saxon, il s'oppose à l'alliance avec Israël. On a beaucoup dit que l'Afrique du Sud était l'allié d'Israël. À l'époque de Verwoerd, ce n'est pas le cas. C'est plus tard, voilà. C'est plus tard, c'est après. Verwoerd n'aime pas Israël. Parce qu'il considère que les intérêts israéliens en Afrique du Sud sont des intérêts étrangers, que les Juifs sud-africains, ce qui est d'ailleurs la réalité, soutiennent essentiellement les mouvements anti-apartheid. Donc il considère que c'est une puissance étrangère dangereuse pour le pays. Ça ne veut pas dire qu'il soutient les Palestiniens, mais il n'aime pas Israël.
Et il va être assassiné par une conjonction d'intérêts entre le big business minier, qui lui reproche justement la volonté de nationalisation des grandes richesses au bénéfice du peuple afrikaner, certains membres de l'aile conservatrice traditionnaliste du Basse-Cap du Parti national, qui pensent pour certains qu'il en fait trop pour les Noirs, puisque dans sa volonté de mettre en place les banques il crée des États, il donne de l'argent, il crée des emplois sur place. C'est-à-dire que pour certains nationalistes afrikaners, c'est un scandale. On prend aux afrikaners pour leurs impôts pour le donner aux Noirs. Ils ne comprennent pas ça. Et donc, une conjonction d'intérêts un peu contre nature entre donc, des conservateurs crispés, le big business minier, et les partisans, notamment dans les services secrets de l'alliance avec Israël. Alors, je rappelle que les services secrets sud-africains ont été mis en place, au départ, sur les services secrets militaires, sur le modèle britannique du MI5 et du MI6, qui sont donc très liés, puisqu'en 1956, on se souvient de l'intervention à Suez, ils sont très liés à l'État d'Israël. Donc, une conjonction d'intérêts et qu'on comprend également des libéraux, notamment Pitzilier, qui est le rédacteur en chef du journal nationaliste du Cap, Die Bücher, pour qui, effectivement, le Verwoerd va beaucoup trop loin, puisqu'il pense, lui aussi, Verwoerd en tout cas, créer un État futur pour les métis, alors que pour Pitzilier et ses libéraux du Cap, les métis font partie de la sphère, la kring, des afrikaners, puisqu'ils sont comme eux, africansophones et calvinistes. Donc, ils doivent rester sous tutelle. Donc, ils doivent rester sous tutelle, effectivement. D'accord. Alors, on peut dater, sur un plan historique, l'effondrement du système d'apartheid grâce aux lignes qu'on va tirer de démographie. Je pense que la raison essentielle de l'effondrement du système est liée à l'affaiblissement de la démographie chez les Blancs, tout simplement parce que la politique de Verwoerd a trop bien réussi. Les Afrikaners se sont embourgeoisés, ou petit embourgeoisés, je crois que le terme est plus exact, et ont fait moins d'enfants. Alors que je rappelle tout à l'heure que Forster était le 13e d'une fratrie de 14. Aujourd'hui, les Afrikaners ont une natalité qui est égale à celle des pays développés d'Occident. Conclusion, le taux de population blanche s'effondre après les années 65-70 pour diminuer. Aujourd'hui, on n'est qu'à 10% de blancs dans la population totale, alors qu'on était à 20% à l'époque de Verwoerd. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut les remplacer dans les mines, dans les entreprises, par de la manœuvre qualifiée noire, c'est-à-dire faire venir des Noirs de façon définitive en zone blanche, et de fait, la politique d'apartheid, elle est morte. D'accord. Sur quel point on a voulu justement faire de l'apartheid une politique de ségrégation en fait Parce qu'après la mort de Verwoerd et son assassinat, c'est le vieux courant conservateur qui reprend la main. D'accord. D'où ce trouble finalement. On continue à parler d'apartheid, mais on n'est plus dans la même politique. On est dans la ségrégation qui est un retour en arrière, et c'est pour ça que je qualifie Forster de réactionnaire au sens propre du mot, c'est-à-dire de retour en arrière. Donc à la bonne vieille politique de ségrégation raciale avant le développement séparé, qui est là pour le plus grand bénéfice du big business. Comme aux États-Unis d'ailleurs, jusqu'aux années 60, on exploite les Noirs, on les paye moins, on les fait venir en zone blanche où ils sont mis dans des townships dégueulasses. Quoique tous n'étaient pas d'ailleurs de cette activité-là. Pas tous. Il y avait des choses bien, puis il faut comparer ce qui est comparable. On ne peut pas comparer Soweto avec Pretoria. Il faut comparer Soweto avec Kinshasa, avec Lagos, avec Abidjan. À Soweto, il y a des endroits qui sont nettement plus vivables que bon nombre de banlieues africaines noires. D'accord. Et l'abandon de cette politique d'apartheid, son remplacement par la politique de ségrégation pure, ont conduit à l'effondrement de ce système. Absolument. Voilà, à la crispation de tous. À la crispation de tous contre tous, aux sanctions économiques internationales, à la crise économique, à l'isolement politique. Quels sont un peu les grands étapes, les grandes lignes à Soweto, 76, je crois. Alors 76 est une étape marquante. Donc en juin 76, on a beaucoup glosé sur Soweto, mais si j'ai une petite seconde, je vais peut-être rappeler quelques éléments clés. Soweto arrive exactement au moment où l'Afrique du Sud et la France signent un contrat pour la création d'une centrale nucléaire à Koubert, la seule centrale nucléaire d'Afrique, qui doit permettre à l'Afrique du Sud de produire intégralement son électricité nationale. Autrement dit, le gouvernement prend la main, et Soweto, c'est la réponse de l'ANC, qui à l'époque est en perte de vitesse face au pouvoir blanc, pour, devant l'opinion internationale, reprendre la main. D'accord. Soweto, c'est l'image de ces enfants sur lesquels on tire, qui sont pris dans les bras. Le régime de Forster, donc qui a succédé à Verwoerd, est définitivement discrédité auprès de l'opinion mondiale. Et désormais, les Sud-Africains de l'appareil d'État, c'est-à-dire autour du Parti national, vont mettre en place un régime de sécurité, ce qu'on appelait les sécuricrates, autour d'une militarisation accrue de la vie politique sud-africaine,
On voit les images dans les années 80 de chars qui c'était une sorte d'État paria qui entretenait c'est un État paria qui entretient des relations privilégiées avec l'État d'Israël, qui met au point la bombe atomique avec Israël de façon conjointe. Je rappelle que les 2 seules explosions atomiques menées par les Israéliens l'ont été en Afrique du Sud, une première fois dans le Kalahari, dans le désert en 1977, et une deuxième fois au large de l'océan Atlantique en 1978. Ce sont 2 bombes communes. En 91, l'Afrique du Sud admet devant l'opinion mondiale de Klerk qu'elle possède 6 bombes atomiques en état de marche et qu'elle possède une centaine de bombes prêtes à être mises en place et demande son démantèlement officiel en remettant à l'ONU les bombes atomiques qui leur restaient. D'accord. Ce que n'a jamais fait Israël. Oui, oui, on attend toujours ça. Tout ça s'effondre. À cause essentiellement de la natalité. D'accord. Aujourd'hui, on peut faire d'ailleurs un comparatif au même moment entre l'effondrement de la pratique religieuse calviniste chez les Afrikaners, l'effondrement de leur natalité et le même phénomène au Québec. L'effondrement de leur pratique religieuse catholique et l'effondrement de leur natalité face, encore une fois, aux Britanniques. Aux Britanniques. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud, qu'en reste-t-il en dehors du sida? On en parlait tout à l'heure en off. Et quel est l'avenir de l'Afrique du Sud? En dehors d'une Coupe du Monde. La Coupe du Monde, ça sera une Coupe du Monde paillette, bunkérisée, qui n'aura rien de festif. Il faut pas. Je parlais tout à l'heure du nombre de personnes qui sont impliquées dans les milices privées, en tout cas dans les entreprises de sécurité. C'est une Coupe du Monde qui va être sous le signe de la haute protection policière. Il ne sera pas festive. Pour la rénovation du stade du Cap, par exemple, il a fallu déménager un township. 20 000 personnes ont été expulsées manu militari du jour au lendemain. Ce qui a été d'ailleurs un grand moment d'agitation sociale dans le pays. Quand la Coupe du Monde sera terminée, que la fête sera terminée, qu'on baissera le rideau, on parlera des vrais problèmes. Problème, sida, 12% de la population totale sud-africaine est séropositive. Le chômage, 40% des Sud-Africains sont au chômage. Misère extrême pour plus de 10% de la population qui vit avec moins d'1 euro par jour. Immigration massive qui a conduit en particulier aux émeutes xénophobes de 2008. Corruption généralisée. Des compétences liées en partie, mais pas seulement, à l'exode des Blancs. Je rappelle que 1 million de Blancs ont quitté l'Afrique du Sud depuis 15 ans, c'est-à-dire presque 20% de leur population totale, ce qui a contribué d'ailleurs à accélérer le processus de baisse de la proportion des Blancs de la population totale aussi, remplacé par des immigrés mozambicains, zimbabwéens, etc., sans aucune qualification professionnelle, qui se sont entassés encore plus dans les townships, continuant à alimenter un processus de paupérisation générale de la population qui s'est aggravé par la crise économique. Avenir sombre. Voilà. Il y a avenir africain. Des infrastructures aussi, tu disais notamment. Vieillissement des infrastructures, l'électricité, qui était en particulier mise en place à l'époque de Verwoerd, parce qu'il n'y a pas eu d'investissement. Eskom, la compagnie nationale d'électricité, l'équivalent d'EDF local, aujourd'hui en est à couper 2 heures par jour dans les grandes villes la production d'électricité. Et alors, l'irruption de Jacob Zuma? Alors avec le nouveau président Zuma, depuis l'année dernière, je pense que nous sommes dans une phase de retour aux réalités africaines, aux réalités ethniques. L'Afrique est de retour et tout devient possible. Y compris pour les Afrikaners? Y compris et surtout pour les Afrikaners. D'accord, ils peuvent retrouver un destin. Un mot d'Orania qui a beaucoup fasciné une blogosphère militante française. Orania, 1500 habitants, c'est un village qui est autonome totalement, y compris dans sa monnaie, puisqu'ils ont créé l'Ora, qui est une alternative au rand sud-africain. Ils exportent de l'agriculture biologique jusque dans les pays occidentaux. D'accord. C'est un développement basé sur l'agriculture biologique et sur le tertiaire informatique, c'est-à-dire non polluant. Du localisme à la sud-africaine. Du localisme à la sud-africaine. D'accord, très bien. PO, on a Pierre-Olivier, pardon, parce que PO c'est pour les intimes, on va laisser Pierre-Olivier sur la radio. Donc Pierre-Olivier, un grand merci pour ta venue. Grand merci à vous de m'avoir accueilli. Voilà, je crois que tu fais une tournée des médias français, c'est en tout cas acquis à la cause dans les semaines qui viennent. Évidemment, cette émission est bien trop courte pour brosser dans le détail un certain nombre de points. Faites confiance pour cela à la chronique culturelle de notre camarade Pascal, dont vous ne pourrez avoir la teneur en direct, mais que vous allez retrouver dès lundi sur le blog Méridien Zéro sur oeffort.com. Je vous rappelle notre adresse mail zmeridien@yahoo.com pour nous écrire, nous faire part de vos remarques, de vos suggestions, de votre admiration ou de votre détestation. Nous prenons tout et nous répondons à tout.
Un grand merci Pascal, un grand merci Pierre-Olivier. On se permettra de te réinviter. Ce sera avec grand plaisir. Notamment après la Coupe du Monde, parce que comme ça on pourra parler d'autre chose que de ce vrai-faux événement, et on pourra rentrer effectivement un peu plus en détail dans cet après-festivité qui va consacrer une nouvelle Afrique du Sud avec Jacob Zuma. On aura peut-être un recul suffisant. C'était donc une émission consacrée à l'Afrique du Sud, une émission Méridien Zéro de RBN France. Lieutenant Sturm à la barre, épaulé de Pascal Lassalle ce soir. Lord Sergueï à la technique. Bonne soirée à tous, à très bientôt.